Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Chaque semaine, je décrypte les actualités tech, notamment à destination des entreprises, mais pas que. Parfois, on parle un petit peu des actualités tech destinées au grand public, quand il y a un lien intéressant à faire dans le monde professionnel. Alors cette semaine, encore beaucoup d'intelligence artificielle. La semaine dernière, je disais que j'en avais un petit peu marre de parler d'IA, c'était sans compter sur Apple qui, lundi dernier, a fait ses grandes annonces autour de ces nouveautés, notamment liées aux développeurs, donc à la partie logicielle. Apple fait toujours deux annonces chaque année, une annonce sur la partie matérielle, donc une partie hardware avec ses nouveaux périphériques, ses nouveaux iPhones, ses nouveaux iPads, c'est la keynote de septembre, et des annonces plutôt liées au logiciel, c'est la WWDC, qui est plutôt aux alentours du printemps. Donc là, cette année, c'était lundi dernier, le 13 juin, pas du tout, c'était le 10 juin. Le 13 juin, c'était hier, et ça parlait notamment d'intelligence artificielle. Apple était en retard sur l'intelligence artificielle. On voit qu'ils ont rattrapé leur retard, malgré le fait que certaines personnes disent que l'intelligence artificielle qu'a annoncé Apple est limitée. Je trouve aussi qu'elle est limitée, mais elle est surtout maîtrisée. Et c'est un gros sujet en ce moment, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent autour de la confiance de l'intelligence artificielle. On sent que ça peut vraiment se jouer à rien, et que d'un coup, il peut y avoir un manque d'intérêt qui va se créer sur l'intelligence artificielle, puisque si on n'a pas confiance en ChatGPT quand on lui pose une question, ou en Claude, ou en Gemini, ou que sais-je, on va arrêter de plus en plus à l'utiliser. Et si on arrête de l'utiliser, tous ces géants de l'intelligence artificielle n'auront plus de rentrée d'argent, puisqu'ils se basent tous sur un modèle économique de l'abonnement, contrairement à d'autres, Apple en l'occurrence, qui intègre ça directement dans sa gamme, ou encore Microsoft. Mais en fait, ça va changer pas mal de choses. Donc on voit les acteurs un petit peu essayer de pallier à cette défiance, notamment Apple avec son Apple Intelligence, avec quelque chose de très limité, de très maîtrisé en fait. Ils vont essayer de mettre l'intelligence artificielle partout, et ça passe par de la confiance. Et l'annonce qui a été faite aussi ce matin ou hier d'ailleurs sur ces entrefaits d'OpenAI, qui place un général des armées au comité de direction de sécurité et de sûreté, voilà, pour mettre des signaux un petit peu au grand public, pour leur dire, écoutez, on sait que vous n'avez pas confiance, parce qu'on a vu le rapport la semaine dernière de Slack publié avec Salesforce sur 10 000 personnes, une étude faite sur 10 000 personnes qui montre que 93% des employés de bureau n'ont pas confiance en l'IA, et que seulement 15% semblent être estiment être suffisamment formés pour l'utiliser. Donc ils vont essayer de pallier à tout ça avec des annonces, et Apple n'a pas loupé, a pris vraiment le meilleur de ce qui se passait sur l'IA, a laissé le pire de côté, et a sorti Apple Intelligence. Donc ça va être intégré directement, on va en parler quand même un petit peu, ça va être intégré directement à tous les appareils. Alors c'est pas tout de suite, ce sera pas non plus en septembre, au moment où vous sortent les nouveaux OS, puisque en septembre ce sera uniquement réservé à un public anglo-saxon, puisque si vous avez votre téléphone, votre Mac en anglais, vous aurez accès à la bêta. Si c'est pas le cas, vous attendrez courant de l'année prochaine. Ils annoncent donc 2025. En gros, en France, ce sera pas pour tout de suite, sauf si vous voulez mettre votre téléphone en anglais et Siri en anglais, c'est ces deux options-là, et que vous avez le matériel suffisamment puissant pour le faire tourner. Donc à savoir iPhone 15 Pro minimum, donc le plus gros modèle à ce jour, et les puces pour la partie Mac, uniquement les puces Apple Silicon, donc les puces M si vous voulez faire tourner tout ça. Oui, parce que ça tournera en local, et c'est aussi un indicateur. Quand je dis que ça tournera en local, c'est que contrairement à ChatGPT, lorsque vous interagissez avec l'IA de ChatGPT, vous tapez un prompt, ça va sur ses serveurs à lui, donc ça passe par le web, donc c'est pas en local, c'est vraiment une version web. Vous avez les serveurs qui tournent pour vous apporter une réponse, et les réponses vous sont retranscrites ensuite sur votre ordinateur par le biais d'un navigateur. Apple a pris les choses un petit peu différemment et a fait tourner la majorité des choses en local. Donc c'est le téléphone, c'est l'iPad, c'est le Mac qui va faire tourner les modèles d'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut une puissance de calcul un peu élevée, que vous avez besoin des derniers modèles. Dans certains cas, on enverra les prompts directement sur les serveurs, ils appellent ça Private Cloud Computing, donc ce sera chiffré, les informations seront envoyées sur les serveurs d'Apple pour que le calcul se fasse et la réponse vous soit donnée, une réponse vidéo, une réponse texte, une réponse image, et ensuite ça repart sur les devices directement. Voilà, donc les prompts sont limités, on a du résumé, on a de la correction orthographique, on a de la réponse automatique, c'est des choses qu'on connaît déjà, qui ont été éprouvées sur les autres modèles. Ils ont vraiment pris les choses qui étaient maîtrisées. Ils n'ont pas du tout été sur des innovations comme la génération de vidéos, comme on peut voir avec Sora actuellement ou Luma. Voilà, ils se cantonnent vraiment à des choses pour lesquelles ils sont sûrs que ça fonctionne. Et c'est plutôt malin, parce que quand on voit les études avec toute cette défiance, Apple arrive un petit peu en sauveur en disant « Ok, on va se calmer sur l'intelligence artificielle ».
Et on va y aller doucement, nous on va vous apporter des choses qui sont maîtrisées et on va y aller progressivement. C'est aussi un moyen pour Apple de gagner du temps, parce qu'on sait qu'ils sont en retard aussi, et ça leur permettra, en sortant ça, pas tout de suite encore une fois, hein, ça prouve encore le retard qu'ils ont pris, mais ils sortiront quand même quelque chose, ils ont fait l'annonce est là, les gens sont rassurés, ils peuvent patienter encore avant de basculer sur Samsung ou sur Pixel qui lui a déjà son intelligence artificielle. Donc ce sera disponible partout, il aura accès au Mac, pour revenir sur le déroulement un petit peu des features. Voilà, l'Apple Intelligence aura accès au Mac entièrement, à tous les supports. Ce sera vraiment ancré en dur. On ne parle pas d'OpenAI, attention, hein, il y a beaucoup de confusions qui se font en ce moment. Apple Intelligence, c'est pas le partenariat avec OpenAI, non, c'est Apple Intelligence sur des modèles Apple. Il y a un partenariat qui a été fait avec ChatGPT qui sera intégré à Siri, mais qui sera uniquement sur demande. En gros, vous tapez quelque chose avec Siri, Siri vous dit « J'estime que la réponse pourrait être apportée par ChatGPT, veux-tu qu'on aille lui demander ?» Et on accepte ou non de lui envoyer le contexte. Et seulement là, les informations seront envoyées à ChatGPT. Mais si vous ne voulez pas lui envoyer, vous ne lui envoyez pas. Et d'ailleurs, Apple se réserve aussi le droit de mettre Gemini dedans à l'intérieur. Voilà. C'est là où Apple a pris un petit peu... plutôt que de développer son propre modèle conversationnel, ils ont utilisé ceux qui existaient. Et quand on sait à quel point il y a de la confusion de la part des modèles, des hallucinations, ils pourront toujours se dire et se cacher derrière. C'est pas nous, c'est ChatGPT. C'est pas nous, c'est Gemini. Nous, regardez, on fait du résumé maîtrisé. On fait de la génération d'images maîtrisée. Alors, si vous voulez aller prendre des risques à demander des choses, pas de problème. On vous a mis ChatGPT pour vous satisfaire, mais vous vous débrouillez derrière avec les réponses. Nous, on se contente des choses qui sont certaines et vérifiées. Voilà. Donc ce sera quand même intégré. Il y a des résumés de notes audio, il y a des résumés d'appels téléphoniques. Oui, vous avez bien entendu, on peut résumer un appel téléphonique. C'est-à-dire que vous serez au téléphone avec l'application téléphone de votre iPhone. Et vous pourrez dire à votre interlocuteur, est-ce que ça te dérange si j'enregistre la conversation? Clac. À partir de là, la conversation sera enregistrée, vous raccrochez, vous avez Apple Intelligence qui vous fait un résumé de l'appel. Pas mal de choses comme ça. Image Playground avec de la génération d'images, donc c'est des prompts qui vont vous générer des images. Attention, on ne pourra pas du tout l'utiliser en entreprise, ça sera vraiment très limité, hein, c'est un peu gadget. On sent que c'est un peu pour jouer, un petit peu comme les smileys, les réactions qu'ils ont montrées, etc. dont je ne parlerai pas ici. Voilà. Il y a quand même de la génération d'images. Si vous voulez faire des choses sérieuses pour du marketing, des vignettes de blog, de miniatures YouTube, il va falloir continuer à aller sur Midjourney ou DALL-E 2, DALL-E 3. Qui vient de sortir. Il y a le partenariat avec ChatGPT, je l'annonçais, et une IA qui tourne majoritairement en local, ça on en a déjà parlé, la disponibilité on en a déjà parlé. Il n'y a pas eu que ça au niveau de l'annonce de la WWDC, c'est dur à dire, annonce de la WWDC de lundi soir, il y a eu aussi pas mal d'annonces liées aux nouveaux OS, macOS Sequoia, iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 18 je crois, et visionOS 2. On va dérouler ça un petit peu rapidement. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur la WWDC lundi soir? Moi, une fonctionnalité que j'adore, et je commencerai par ça, c'est l'iPhone Mirroring. Vous êtes sur votre Mac, vous êtes en train de travailler, vous recevez une notif, ou vous avez envie de regarder une appli qui n'est pas dispo sur le Mac, mais qui est dispo que sur le téléphone, votre téléphone est dans votre poche, verrouillé, vous appelez un raccourci, et vous avez votre iPhone qui s'affiche sur votre Mac. Tout simplement. Mais il ne s'affiche pas, c'est pas juste un affichage, vous allez pouvoir carrément le piloter. Toutes les applications, j'avais un doute quand j'ai fait la première vidéo, on peut piloter toutes les applications. C'est du mirroring, vous avez l'écran de votre iPhone qui apparaît sur votre Mac, vous pouvez lancer Duolingo, qui est une application qui n'est pas disponible sur Mac, uniquement sur iPhone, et vous pouvez comme ça, entre midi et deux, faire votre cours d'anglais sans sortir l'iPhone qui est dans votre poche. Ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est un truc de fou, parce qu'il y a plein d'applications, plein d'éditeurs pour le ramener un peu au monde professionnel de l'entreprise. Je pense notamment à PyDrive qui a sorti une application géniale sur le CRM. Eh bien, vous n'avez pas l'équivalent de cette application sur le desktop, sur le Mac. Bon, vous avez la version web, bien entendu, mais vous pouvez très bien ouvrir une application qui est disponible uniquement sur le téléphone et qui ne sera pas disponible sur l'ordi pour piloter. Si vous avez l'habitude de piloter ça avec votre téléphone, vous pilotez ça avec votre téléphone. Je pense à un truc, tiens, YouTube. YouTube a sorti une fonctionnalité de communauté. Vous pouvez poster des posts, je le fais de temps en temps d'ailleurs sur cette chaîne, pour des sondages, des choses comme ça un peu marrantes, un peu en décalage. Bah, il y a une note communauté. Vous sortez pas une vidéo, vous écrivez un post, ça s'appelle Community Post dans YouTube. Et ben cette fonctionnalité-là, si vous ouvrez YouTube et que vous voulez voir uniquement les posts de la communauté, vous ne pouvez pas le faire sur la version ordinateur, la version web. C'est uniquement disponible, le fait de filtrer, de ne pas afficher les vidéos, de n'afficher que les posts, pour avoir vraiment que les posts qui ont été sortis, vous ne pouvez faire que sur l'appli mobile. Et puis, bah, si vous êtes en train de travailler dans votre flux de travail, vous vous êtes dit, bah, pendant une demi-heure, je regarde tous les posts qui sont sortis de mes créateurs préférés pour me tenir informé, bah, vous pouvez pas, vous êtes obligé de sortir votre téléphone. Et si vous sortez votre téléphone, et là c'est parti, vous rentrez dans un tunnel, et TikTok, et Instagram Reels, et vous êtes foutu, vous avez perdu 2 heures.
Le fait de pouvoir l'ouvrir directement, vous me direz, ça affiche le téléphone sur le Mac, c'est pas vraiment un bon exemple, mais bon. Vous avez compris le principe, vous avez votre téléphone directement pour des fonctionnalités qui ne seraient pas disponibles sur la version web. Ça, c'est quand même plutôt cool. Il y a eu d'autres petites choses, donc voilà, vous avez les notifs aussi qui sont disponibles, vous pouvez faire du copier-coller, du glisser-déposer entre les choses qui arrivent sur votre téléphone et sur votre Mac. Si une notif arrive, vous avez la notif sur votre Mac, vous l'ouvrez, vous pouvez aussi ouvrir l'application directement sur votre Mac de la notif qui est apparue. C'est vraiment assez incroyable. Ils ont sorti des catégories dans Mail comme l'avait fait Google il y a quelques temps. C'est une autre fonctionnalité, c'est-à-dire que les emails vont se ranger dans des catégories. Si vous recevez une newsletter, elle se mettra dans la catégorie newsletter. Si vous recevez une pub, ça se mettra dans la catégorie pub. C'est bien pour les utilisateurs, c'est un peu moins bien pour les gens qui font de l'email marketing, donc les marketeurs qui vont envoyer des campagnes d'email, puisque les emails de newsletter ou les lancements de produits seront dans une section secondaire qui ne s'affichera pas en priorité, puisque vous aurez un traitement intelligent des mails dans Apple qui mettra en priorité les choses qui pensent être les plus intelligentes pour vous, les plus importantes pour vous, et les choses seront reléguées au second plan. On avait déjà vu ça dans les catégories sur Google Mail, sur le Gmail, avec ça, les catégories qui s'affichaient, vous aviez les emails et les newsletters qui se mettaient dans des catégories secondaires, souvent passées à la trappe, les gens les ouvraient même plus. Donc ça va être un peu compliqué, mais bénéfique pour les utilisateurs, donc on est plutôt content. AirPods Pro, vous mettez vos AirPods Pro, vous faites une visio, vous avez des gens autour, ça isole la voix, donc vous avez vraiment plus que votre voix qui est traitée. Hâte de tester cette fonctionnalité-là ou de regarder des vidéos de Pepe Garcia, entre autres, qui va nous tester ça de la meilleure des façons. Donc, mais c'est très très cool parce que quand on avait des AirPods avant, c'était vraiment le pire matériel à utiliser lorsqu'on voulait bien se faire entendre de ses interlocuteurs en visio ou en appel. Voilà, les AirPods, le micro était dans l'oreille, hein, donc vous avez compris le principe, c'est hyper loin de la bouche et ce qui fait que on entendait hyper mal. Donc là, maintenant, il va y avoir une fonctionnalité Voice Isolation qui sera vraiment pas mal. Les rappels dans le calendrier, voilà, petite fonctionnalité sympa, vous avez vos rappels directement intégrés au calendrier. Ça ne veut pas dire que rappel et calendrier fusionnent, ça veut juste dire que vous pouvez avoir des notifs. Suppression, arrière-plan de la webcam, on connaissait déjà, hein, c'est ce qui me permet de me supprimer ici. Vous voyez, alors vous voyez pas si vous écoutez le podcast, puisque je fais et cet enregistrement pour le podcast et cet enregistrement pour la chaîne YouTube. Donc je me suis fait disparaître dans l'arrière-plan et j'affiche, hop, ici, vous voyez des petites choses. Je peux faire le présentateur météo. Alors regardez ici, cet après-midi, il y aura des éclaircies et on aura droit à un petit anticyclone de fond là, mais rassurez-vous, c'est maîtrisé. Voilà, donc on peut s'intégrer dans l'image, hein, c'est connu de Zoom, c'est connu de Google Meet, on pourra le faire directement sur FaceTime et sur Zoom intégré à Apple. Une petite application mot de passe, vous connaissez OnePassword, vous aurez la même chose directement sur Mac, ça existait déjà, mais il y aura sa propre application, hein, ça s'appelait Trousseau ou Keychain, et vous l'aurez. Une petite application sympa, alors je reviens dessus 30 secondes quand même. Sur les Apple Watch, pour ceux qui ont des Apple Watch, vous avez une application signes vitaux qui va mesurer plein de signes vitaux essentiels et qui va vous mettre des alertes quand deux au minimum des signes vitaux sont en anomalie, en vous disant hey, attends, calme-toi un peu là, fréquence cardiaque élevée, mauvais sommeil, tu vas dans le mauvais chemin, calme-toi, lève le pied, accorde-toi un après-midi, tu reviendras plus fort. Et je trouve ça hyper intéressant, notamment dans le monde du travail, quand on sait le nombre de gens qui font des burn-out, des gens qui ne sont pas heureux au travail, qui sont stressés, et ben ça va pouvoir potentiellement alerter à la sauce Apple. Moi j'ai une Garmin à mon poignet et à chaque fois que j'ai besoin de voir des choses, alors ça va que je suis un peu geek, je vais fouiller dans les datas, mais pour des gens qui ne le sont pas et pour lesquels les chiffres ça les gonfle, au moins là ils ont quelque chose de synthétique à la sauce Apple. T'es fatigué, arrête-toi, t'as pas besoin d'aller voir la variabilité de fréquence cardiaque ou que sais-je pour faire des propres conclusions comme si on était médecin nous-mêmes. J'exagère, c'est quand même simple, mais là ce sera encore plus simplifié. Voilà, tout ça ce sera disponible, je le disais, non pas en septembre, mais plutôt courant de l'année 2025 en français. Alors pas tout, Apple Intelligence notamment, il y a des choses qui vont être disponibles dans les nouvelles versions macOS Sequoia, iOS 18 dès septembre. Vous avez aussi l'Apple Vision Pro qui est disponible le 12 juillet en France, donc on va peut-être voir des usages continuer à sortir sur la partie entreprise, donc on va regarder ça avec attention. On passe aux autres actualités avec Cegid qui lance Cegid Pulse, donc ça c'est assez intéressant. Il y a une annonce qui a été faite de la part de Cegid à Station F au moment de leur Cegid Connection Expert, donc ils font ça une fois par an, ils font venir tous les experts comptables, ils ont annoncé Cegid Pulse, donc ce sera une fonctionnalité qui va faciliter la vie des collaborateurs en cabinet pour notamment, mais c'est un seul exemple, il y en a d'autres, générer des rapports de gestion automatique pour qu'ils se concentrent vraiment sur les tâches à forte valeur. Donc assez intéressant de voir que des outils aussi traditionnels comme des outils de comptabilité commencent à s'approprier des fonctionnalités d'intelligence artificielle sur des sujets comptables, donc sur lesquels il ne faut pas se tromper. On revient au point qu'on abordait avant, la défiance qu'ont les utilisateurs envers l'IA. Là, il faut qu'on voit un petit peu si les données qui nous sortent sont factuelles. Sachant qu'il y a quand même des particularités, c'est qu'on peut donner à une intelligence artificielle, on peut demander à une
une intelligence artificielle de ne se baser uniquement sur les sources qu'on lui donne. On a vu la semaine dernière avec Notebook LM, un module de Google, qui ne s'appuyait que sur les sources qu'on lui donnait pour nous répondre. Donc on imagine que les éditeurs de logiciels de comptabilité ont fait un modèle, enfin ont fait un outil qui utilisait cette techno-là, alors pas Notebook LM, hein, mais qui utilisait une techno sur laquelle on se base uniquement sur les sources qu'on lui donne. Bien entendu, on ne va pas aller inventer des choses pour un rapport de gestion, un solde intermédiaire de gestion d'un des clients du cabinet, on ne va pas aller inventer des trucs qui n'existent pas. Il faut impérativement qu'on se base sur les données du cabinet uniquement. Donc Cegid Pulse est sorti, et c'est quand même plutôt cool. Je vous laisse aller voir le mémo, donc pareil, hein, le mémo, c'est un petit média en ligne, en plus de la chaîne YouTube que j'ai sorti, sur lesquelles je publie tout ça. Des fois, il y a des choses qui sortent sur le mémo qui sortent pas en vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Une newsletter chaque semaine avec cet épisode de podcast que vous écoutez. Ensuite, des petites actualités en bref, j'ai testé cette semaine ArcSearch, l'appli mobile. Est-ce que ça vaut le coup? Ma réponse est oui, ça vaut le coup, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle intégrée, un peu comme si vous aviez Perplexity intégré à ArcSearch. Si vous ne connaissez pas Perplexity, c'est un peu la révolution de la recherche. Google va leur emboîter le pas derrière avec Google Overview d'ailleurs. Vous tapez une recherche, plutôt que de vous afficher une liste de sites, il vous fait un résumé qui répond à votre recherche. Donc on n'a plus du tout, ça change complètement les choses par rapport à la recherche classique qu'on a sur Google notamment. C'est le fait d'avoir un résumé qui se fait, bien sûr en citant les sources, bien sûr en se donnant la possibilité d'ouvrir les pages, mais vous avez un petit résumé, comme si vous aviez tapé un prompt et vous avez un résumé, je l'ai dit beaucoup trop de fois, le mot résumé, vous avez compris le principe. ArcSearch intègre ce qui s'appelle la fonctionnalité Browse for Me, et vous tapez votre recherche, vous cliquez sur Browse for Me et ça vous fait un résultat personnalisé avec une nouvelle fois, résumé de la recherche que vous avez tapée. Ensuite, on a vu PyDrive annoncer une fonctionnalité produit récurrent. Si vous utilisez le CRM de PyDrive ou si vous hésitiez à l'utiliser, vous pouvez désormais faire des devis à vos clients rattachés à des opportunités avec des produits récurrents. Donc c'est des produits de type abonnement, contrat de maintenance, régie avec un montant fixe que vous allez pouvoir facturer de façon récurrente tous les mois, tous les ans, tous les trimestres, tous les 6 mois avec un délai personnalisé que vous allez pouvoir câbler directement à l'intérieur de l'outil pour constater de l'ARR, du récurrent annuel, du MRR, du récurrent mensuel, voilà, avec la possibilité d'afficher ça directement sur les devis en utilisant Sales Document pour pouvoir générer des devis. Est-ce que c'est Sales Document? J'ai un doute, purée. Que vous pourrez générer en affichant en plus, cette fois-ci, les produits récurrents. En bref, toujours, vous avez Google Sheet qui annonce donc à travers sa gamme Google Workspace, sa gamme entreprise, qu'on va pouvoir créer des règles de notification directement sur des tableurs pour s'envoyer une alerte à nous ou à un groupe de personnes dans l'entreprise pour dire, par exemple, quand vous avez une colonne, la colonne A qui change, donc la colonne titre par exemple, puisqu'on sait que ça va pouvoir être lié avec la nouvelle fonctionnalité table intégrée à Google Sheet, vous allez pouvoir dire quand la colonne a changé, envoie une notification à telle et telle personne. Et les personnes reçoivent une notification avec l'ancienne valeur qui était présente avant la modif, la nouvelle valeur qui est présente après la modif. Fonctionnalité plutôt intéressante et on va regarder ça de près. Ça ne doit pas être sorti en France, on a l'habitude avec Google bien entendu, mais c'est intéressant. Et autre fonctionnalité, c'est PyDrive qui sort une nouvelle fenêtre du jour au lendemain, sans rien annoncer. Il n'y a même pas de doc qui est sorti sur le site, ni rien, j'ai rien ouvré, mais j'ai ouvert PyDrive et j'ai vu suggestion de prospect. Suggestion de prospect, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui vous sort une suggestion de prospect qui pourrait vous intéresser dans votre entreprise, que vous pourrez rajouter à votre CRM pour pouvoir les prospecter derrière. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Elle est encore en bêta, mais elle est intéressante parce que ça vous sort une liste qui est pour vous. Enfin, c'est les fameux pour vous qu'on a dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que PyDrive a utilisé une intelligence, on va pas dire artificielle, a utilisé un algorithme qui fait que ça vous ressort uniquement des prospects qui pourraient vous intéresser. On ne sait pas encore sur quoi il se base, on ne connaît pas la formule qu'il utilise, mais on sait que vous avez une liste de prospects. Vous pouvez afficher les informations, l'ajouter, les prospecter, leur envoyer un email, puisque ça va à la fois rajouter les organisations et les personnes à l'intérieur. Voilà, fonctionnalité intéressante également. C'est tout pour les actus tech de la semaine à destination des entreprises. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous écoutez ça en format podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez la vidéo, à laisser un petit commentaire, à liker, à partager tout ça autour de vous. Ça donne de la force. Le média, le mémo est gratuit, indépendant et ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que je partage chaque mois les stats, les rentrées d'argent, les dépenses d'argent. Pour le moment, il n'y a ni rentrée ni dépenses. Les seules rentrées d'argent, c'est moi qui les mets de ma poche puisque je donne de mon temps à 100% dédié au mémo. Je dédie mon temps à 100% désormais à cette activité-là, le mémo, qui est le média pour vous décrypter toute l'actualité tech à destination des entreprises. Donc n'hésitez pas à apporter votre soutien en partageant tout ça au plus de monde possible autour de vous. Moi, je vous dis à très vite.